Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Nous sommes le 4 février aujourd'hui pour débattre. Christine Bouillot, bonjour. Vous êtes journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Régis de Castelnau, avocat. Votre blog Vue du droit. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Thomas Porte, bonjour. Vous êtes conseiller politique. Vous avez publié Au cœur de la haine aux éditions Arcane 17. Vous racontez cette actualité dans ce livre, votre combat contre Génération Identitaire. Et puis Franck Marguin, conseiller régional LR d'Île-de-France. Bonjour à vous. Bonjour. On va parler passeport vaccinal. Est-ce que c'est le seul moyen de retrouver une vie normale? Les Pays-Bas ont décidé de le mettre en place. Emmanuel Macron maintient du couvre-feu versus reconfinement. Est-ce qu'il fait cavalier seul? On va se reposer la question de sa gouvernance. Et puis cancel culture. Est-ce qu'il faut débaptiser les lieux publics, les noms de rues au regard de l'actualité d'aujourd'hui et non pas de l'histoire d'hier? On va en reparler dans un instant. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention. Franck Marguin, on va commencer avec vous. C'est un coup de cœur C'est un coup de cœur, un coup de soutien et un coup de gueule contre le président Erdogan. Je suis tout à fait en ligne avec les étudiants donc, de l'université de Bogazici qui en fait se voit imposer un recteur qui est complètement politique, qui fait partie du gouvernement, enfin de la ligne politique du président Erdogan, qui n'a aucune légitimité dans l'université, puisque je rappelle que dans ces universités, comme dans beaucoup d'universités au monde, ce sont en fait les professeurs des universités qui élisent les recteurs et qui proposent, et c'est le cas en Turquie aussi, qui proposent la nomination du recteur parmi 3 personnalités. Et là, aucune des 3 personnalités n'a été retenue, alors qu'un avait obtenu 80% des suffrages des professeurs. Il n'en a même pas été tenu compte. Donc ce qui est important en fait surtout, c'est de se dire quand il y a des combats comme ça qui sont menés par des étudiants, il ne faut pas laisser les pseudo-dictateurs les marginaliser. Il les traite de révolutionnaires dangereux, étatistes. Il a également, parce que la frange homosexuelle des étudiants a posé un drapeau arc-en-ciel sur une figure de l'islam, donc qui sont tous des dégénérés. Les autres sont des anti-élites. Enfin, et du coup, ils passent comme ça en grille toutes les diversités des étudiants. Ils sont tous vilipendés puisqu'ils osent mettre en contestation le choix du président. Alors, ce qui est grave, moi, dans cette histoire, je trouve, c'est que nous, en France, patrie des droits de l'homme, c'est-à-dire toujours prompt à donner plein de leçons de morale, toujours à donner à plein de conseils. Là, il n'y a même pas Le Drian ou un secrétaire d'État qui a dit regardons, faisons attention à ce qui se passe en Turquie. Rien. Alors que c'est quand même quelqu'un qui a financé l'islamisme radical. C'est quand même quelqu'un qui a massacré les Arméniens dans le Haut-Karabakh dernièrement. C'est quand même quelqu'un qui, avec le Liban, s'est comporté d'une manière absolument inouïe. Et on n'a rien. Voilà. Alors, mon coup de gueule, il est là. Le coup de cœur aux étudiants, parce que moi, je trouve que quand les élites manifestent, elles ont souvent quelque chose à dire. Alors, je ne dis pas qu'ils ont complètement raison. Je ne suis pas un spécialiste de la politique, bien évidemment, turque, mais on voit très bien que dans une université qui a toujours été assez libre, une université qui a toujours assez reconnue pour sa qualité intellectuelle, si vous avez un mouvement de fond comme ça, je pense que le gouvernement français pourrait attirer. Les médias l'ont pas mal fait, je dois dire. Les médias l'ont pas mal fait. Mais il y a eu un silence absolument absolu de toute la classe politique, puis alors surtout nos amis mélenchonistes et les habituels, si vous voulez, donneurs de leçons, on les a pas entendus. Ils sont très très préoccupés par le couvre-feu et le séparatisme. On pourrait aussi avoir, pendant les périodes de pandémie, je trouve, un regard un peu international sur ce qui se passe autour de nous. Hier, c'est l'émission Quotidien qui a repris une interview de Jean-Yves Le Drian où à chaque question qu'on lui posait, il répondait « c'est grave, c'est très grave ». Donc, et sorti de là, il n'y avait pas d'autres commentaires. C'est grave, Navalny, c'est grave ce qui se passe en Birmanie, c'est grave en Turquie, mais il n'y a pas vraiment de... On n'a pas de ligne, on n'a pas d'idée, on n'a pas... Un commentaire peut-être sur ce qui vient d'être dit, qui veut réagir, Régis ? Moi, je soutiens ça. Je note effectivement que dans le champ politique français, il n'y a pas eu grand-chose. J'ajouterais de façon assez méchante que chez les Allemands non plus, qui sur tout ce qui concerne la Turquie, ils sont d'une complaisance. Et malheureusement, je veux dire, après avoir été assez net dans ce qui s'est passé entre la Grèce
et la Turquie, où on avait soutenu la Grèce à juste titre. Depuis, on est redevenu très modeste. J'espère que c'est pas la demande des Allemands. Ouais. Bon, on va passer à autre chose. Christine Bouillot, c'est un coup de doute, me dit-on. Oui, plutôt un peu débutatif sur la décision hier du tribunal administratif de Paris. Donc je vous rappelle sur l'affaire du siècle, et puisque l'État a été condamné par le tribunal pour ne pas respecter ses engagements pour le climat. Alors évidemment, c'est une victoire pour les écologistes et toutes les ONG qui avaient lancé cette action contre l'État, avec 2 300 000 personnes qui avaient signé la pétition. En fait, la justice dit que l'État ne fait pas ou presque rien pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et que la France ne tient pas ses engagements pour les accords de Paris. Moi, la question que je me pose, c'est derrière ça dit quoi? Ça fait quoi? Est-ce que c'est à la justice? C'est une question qu'on peut légitimement se poser, de fixer les actions que doit mener l'État, ou en tous les cas les gouvernements, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a eu déjà en matière de droit des condamnations de l'État à multiples reprises. Alors on pense par exemple à des condamnations par la justice européenne, je crois, sur la pollution de l'air. On n'a pas vu derrière de réparation sonnante et trébuchante pour les victimes de malaises ou de maladies ou de décès dus aux pollutions de l'air. Donc par exemple, ça c'est effectivement quelque chose qu'on pourrait se poser comme question sur derrière une action en justice comme celle-là. Quels sont les leviers que possède la justice française, qu'elle soit administrative ou pas. Donc voilà, je suis toujours très dubitative sur ces actions-là, d'autant plus qu'on voit aussi des actions qui sont menées à côté de ces actions contre justement des projets, des parcs éoliens, des centrales photovoltaïques, d'associations gouvernementales ou d'ONG, contre justement ces programmes-là qui sont censés réduire les effets du réchauffement climatique. Et puis aussi, est-ce que c'est à la France toute seule de s'auto-défendre ou de s'auto-condamner, alors qu'on sait que les conséquences du réchauffement climatique sont absolument globales. Donc voilà, j'ai toujours un petit peu de doute, enfin en tous les cas de réserve sur le résultat de ces actions en justice contre les mastodontes que sont les États. Alors ça va peut-être faire bouger les lignes, mais on a du mal à voir le résultat in fine dans les années qui viennent. Oui. Régis, vous vouliez réagir, puis après, oui, je pense que Thomas aura quelque chose à dire aussi. Christine m'a volé mon coup de gueule. Désolé. Donc vous vouliez l'évoquer dans l'eau. J'avais proposé. Bon, ouais. Enfin, c'était un peu hypocrite. Marianne, le magazine, m'a commandé un article que j'ai écrit juste avant cette émission. Il y a quand même un sérieux problème. Alors d'abord, Christine, l'État a été condamné pour n'avoir pas respecté ses propres objectifs. C'est une vraie question. Il s'est engagé, en 2020 il aurait dû être à tel stade et il n'y est pas. Bon, en revanche, le problème concernant les questions relatives au réchauffement climatique et aux mesures à prendre, c'est que ce sont des décisions à caractère politique. Et qu'est-ce qu'a décidé le tribunal? Le tribunal dit, voilà, vous n'avez pas rempli vos engagements, donc je vous sanctionne, 1 € pour préjudice moral aux associations, je réfléchis encore 2 mois et je vais vous dire ce que vous devez faire. Et là, je suis plus. Là, je suis tout à fait désolé, mais ça relève du politique et c'est ce des instances. Oui, tout à fait. Et des instances qui sont élues pour cela. Est-ce que c'est à l'État, pardonnez-moi Régis, de dire, est-ce que c'est à la justice de dire s'il faut mettre une taxe carbone? Non. Et c'est pas la juridiction administrative qui, elle, est le juge de la puissance publique. C'est pas à elle de décider ce qui doit être fait. Alors le problème, la difficulté qu'on a à dire ça, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, le contrôle devrait être fait de l'action de l'État par le Parlement. C'est pas le cas, c'est une chambre d'enregistrement. Et il n'y a plus aucun, si vous voulez, en plus, les électeurs ne se déplacent plus. Il y a un vrai problème de légitimité démocratique et les juges s'engouffrent dans la brèche, je crois. C'est déplorable. Je termine juste, Valérie. Il y a 15 ans, on a inventé le droit opposable au logement, qui est utilisé. Il y a je ne sais combien de condamnations qui ont été faites. Il n'y a jamais eu, on va dire, de décision ferme et définitive obligeant l'État à reloger les gens.
Non. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des droits, il y a des lois qui ont été votées, il y a des sanctions qui sont votées aussi si c'est pas appliqué. C'est un peu dans tous les secteurs. Thomas, vous voulez dire quelque chose? Oui, moi, effectivement, je me félicite que l'État soit condamné parce qu'il avait quand même pris des engagements qu'il n'a pas respectés. Donc au bout d'un moment, on peut pas laisser faire et continuer à dire qu'on va faire des choses et ne pas les faire, et sans qu'il y ait derrière des sanctions ou des obligations. Je crois que la pétition, elle avait été signée quand même par plusieurs millions de personnes, ce qui était un signe extrêmement, plus de 2 millions de personnes, ce qui était très important pour une pétition. Et aujourd'hui, on voit que les engagements ils sont pas respectés, que les décisions qui sont prises, elles vont en rebours de ce qu'il faut faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, le moyen qui a été saisi par ces militantes et ces militants, c'est de saisir la justice pour dire à l'État, vous avez pris des engagements, respectez-les. Il faut quelque part imposer à l'État qui respecte, et je rebondis sur ce qui a été dit sur le droit au logement, puisque moi je suis investi dans le milieu du logement à la Confédération nationale du logement. Effectivement, le droit au logement opposable, c'est quelque chose qui existe, mais qui est très peu appliqué en fait. On a des dossiers qui traînent sur 2, 3, 4, 5, 6 ans pour avant de reloger les gens. Donc il faut... Oui, mais on ne peut pas se satisfaire de dire que ça existe pour le droit au logement et que ça ne marche pas. Aujourd'hui, quand il y a des engagements qui sont pris et qui sont gravés dans le marbre, il faut trouver un processus qui puisse les faire respecter. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Franck Marguin, conseiller régional LR d'Île-de-France, Thomas Porte, conseiller politique, auteur du livre Au cœur de la haine aux éditions Arcane 17, Régis de Castelnau, avocat, votre blog Vue du droit et votre livre qui vient de sortir, Une justice politique aux éditions L'Artilleur, et Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, et c'est notre correspondante à Toulouse. On va parler du passeport vaccinal, de ce qu'on appelle la cancel culture. Est-ce qu'il faut débaptiser les lieux publics, les rues qui portent un nom, le nom d'un personnage historique qui a par exemple été esclavagiste ou a eu des comportements qui, au regard de notre histoire aujourd'hui, ne sont plus tolérables? Et puis le maintien du couvre-feu versus le reconfinement, Macron décide tout seul. On continue notre tour de table avec ce qui a retenu votre attention. Thomas Porte, c'est un coup de cœur? Oui, c'est un coup de cœur pour les salariés de Sanofi qui aujourd'hui organisent un procès citoyen devant le siège de l'entreprise à Paris pour dénoncer ce qui se passe, parce qu'on a évidemment beaucoup de regards sur le fait que Sanofi n'ait pas trouvé le vaccin parce qu'ils se sont trompés sur le dosage, y compris ils ont fait des tests sur des individus sans vérifier le dosage du vaccin, ce qui quand même pose question pour une entreprise comme ça. Mais en vérité, c'est pas le vaccin qu'il ne soit pas trouvé cette année-là, ça vient de loin, c'est une stratégie depuis des années. Les syndicats disent depuis 2009, c'est 2 milliards d'euros d'économie tous les 2 ans, et on a quand même une boîte qui touche 150 millions d'euros d'argent public, de crédit impôt recherche, donc pour financer la recherche, pour embaucher des chercheurs depuis 10 ans. Donc c'est 1,5 milliard d'euros. Et en 10 ans, on est passé de 6 000 chercheurs à 3 000. Donc aujourd'hui, on ne peut que comprendre que Sanofi est en difficulté pour trouver un vaccin et n'y arrive pas. Donc il y a une vraie question qui est posée sur la santé publique. Est-ce que nous, on dit depuis longtemps, il faut un pôle public du médicament et de la recherche pour sortir de ces logiques financières, parce qu'il y a la question quand même des brevets qui aujourd'hui pose question. Au cœur de la polémique. Chacun garde chasse gardée sur ce qu'il a découvert, le vin à prix d'or. Et on n'aura pas une vaccination pour des pays qui n'ont pas d'argent, par exemple. Mais on peut vacciner dans les pays riches. Si les pays pauvres, ils sont pas vaccinés, le virus, il circule à travers le monde. Donc la problématique, elle ne sera pas réglée. Donc il faudra que demain, pour sortir de cette crise, se poser la question d'une santé publique accessible à tous et sortir vraiment de ces logiques financières, parce que la santé, c'est pas un marché, mais c'est vraiment un bien commun, et on le voit aujourd'hui. Face à une pandémie, on est quand même démunis quand c'est 5 ou 6 grands labos mondiaux qui détiennent le vaccin dont on a besoin pour sortir de cette terrible maladie. Enfin, on peut pas. C'est de la recherche, c'est de l'argent, donc c'est aussi commercial. On peut mais il y a des dispositifs qui existent. Vous avez la licence commune, l'État peut l'activer. Vous avez la réquisition, l'État peut l'activer. C'est aussi une question de volonté politique. Il ne faut pas dédouaner les politiques dans cette histoire-là. Aujourd'hui, le gouvernement a de véritables moyens. Il ne le fait pas. Il fait un autre choix. D'ailleurs, Emmanuel Macron est tellement en difficulté qu'il a sollicité des labos de proximité pour travailler, ce que beaucoup de gens disaient depuis le début, parce qu'il est en difficulté. Il promet des vaccins. La communication du gouvernement hier était aléatoire. On n'a pas de vaccin maintenant, mais on en aura suffisamment au bon moment. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? Ça veut dire qu'ils ont un peu cafouillé, on va dire ça. C'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Vous vouliez réagir, Christine Bouillot?
Oui, alors les manifestations à Toulouse, il y a des salariés de Sanofi. Il y a un site qui a effectivement été très impacté il y a 10 ans. Ça n'intéressait personne. J'ai envie de dire, alors effectivement, là, on est en pleine crise de pandémie, donc on voit le problème comme le nez au milieu de la figure. Mais ce problème-là des laboratoires qui ont cherché aussi des modèles économiques, il faut quand même aussi regarder la réalité économique. C'est le financement de la recherche publique-privée qui doit aujourd'hui être mis au cœur du dispositif, et on va dire cette recherche et ces développements, c'est un combat quotidien. Il y a eu des choix qui ont été faits sur d'autres secteurs à certains moments. Ça date pas il y a 2 ans. Je dédouane pas l'action du gouvernement actuel. C'est pas ça du tout que je dis. Mais c'est que c'est pas nouveau. Ça fait quand même 10 ans ou bien 15 ans que les scientifiques de tous les gouvernements, avec tous les ministres de la recherche, se sont succédés pour tirer la sonnette d'alarme sur les moyens qui sont donnés à tous les niveaux. Mais je parle pas que de la recherche médicale. Là, on est sur la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Ouais. Il y a des expérimentations qui sont faites. Il y a des choses qui sont menées. On voit aussi que s'il n'y a pas le Téléthon, eh bien toute la recherche qui est faite aujourd'hui sur les maladies génétiques rares, c'est quand même quelque chose qui va être en difficulté. On voit le SIDAction dernièrement, ils sont en manque de financement à cause du Covid. Donc il y a des choix politiques sur qu'est-ce qu'on fait comme recherche au niveau français, au niveau européen. On a déjà évoqué ce sujet-là en début de semaine. Ouais. Bon, voilà, aujourd'hui, on essaye de rattraper le temps perdu, mais que de temps perdu et que de deniers publics aussi qui ont été utilisés à mauvais escient. Absolument. Régis... Juste rajouter un mot, c'est le symptôme de notre déclassement. Je suis un peu triste. Le Conseil de sécurité de l'ONU, on en est membre, il y a 5 membres. Tous les autres ont inventé des vaccins. La Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne n'est pas membre, les États-Unis, et nous, on accepte ce déclassement. Je trouve ça, effectivement, comme symptôme, je trouve ça assez atterrant et un peu blessant pour le Français que je suis. Oui, non, mais vous avez raison. Alors, votre coup de cœur... Une pandémie mondiale, il ne faut pas oublier quand même. Absolument. Votre coup de cœur ? Bon, alors j'envoie d'abord un petit message personnel à mes amis cathos. Aucune chance que je revienne dans la maison du Père. Je suis athée résolu et je pense pour fort longtemps. Mais je voulais complimenter Jean-Luc Mélenchon. D'abord pour la forme, parce que chaque fois qu'il intervient à l'Assemblée, ce gars-là, il est assez emballant comme tribun. Mais il a fait une intervention que j'ai trouvée très intéressante. Et alors ça a fait sourire parce qu'il a cité 3 encycliques. C'était pas mal, et il a été terriblement critiqué. Pourquoi ? Parce qu'il dit la laïcité, la loi sur la laïcité, la loi de 1905, qui est un chef-d'œuvre de rédaction, n'est pas l'instauration d'un État athée. La France n'est pas un État athée. Personnellement, je le suis et je ne demande pas à l'État de l'être. En revanche, ce que cette loi a prévu, c'est qu'il y avait une séparation radicale entre le politique et le religieux. Liberté de conscience, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais ça ne doit pas inférer sur la gestion politique de la sphère publique. Alors, ce qu'on lui reproche, c'est qu'on a l'impression, et on dit qu'il vient au secours de l'islam, mais en fait, il pointe quelque chose, c'est que la loi de 1905, le principe de laïcité, n'est pas un outil de lutte contre cette religion, bien évidemment qui pose toute une série de problèmes politiques depuis déjà longtemps, et je crois qu'il a raison, parce qu'au travers de cette intervention, il dit que le fait d'avoir foi en l'islam n'est pas un obstacle à l'intégration, l'insertion et l'assimilation à la nation française. Et ça, je pense que c'est pas mal de le rappeler et d'arrêter de se servir de la laïcité pour essayer d'imposer finalement une place particulière à une des religions. Alors, elle n'est pas majoritaire, bien évidemment, mais je trouve que c'était pas mal de l'avoir rappelé, moyennant quoi. Je trouve moi que sa position sur la laïcité est plus qu'ambiguë tout de même. Jean-Luc Mélenchon, le maître en chantre de la laïcité, dire qu'il défend ça, ça me semble un peu étonnant. Je sais pas, Thomas. Attendez, il a été laïciste sur la religion chrétienne. Il a été laïciste. Il avait un discours, si vous regardez sur Internet, il avait un discours qui était totalement différent
Mitterrand il y a une quinzaine d'années. Je rappelle qu'il était proche de Charb, qu'il a même prononcé son éloge funèbre, et qu'aujourd'hui, je pense que Charb n'adhérerait pas aux propos de Jean-Luc Mélenchon sur la religion et sur l'islam politique en particulier. Thomas Porte. Mais ça, c'est autre chose. Là, non, mais moi, j'ai pas de. Moi, j'ai vu l'intervention dont il est fait état de Jean-Luc Mélenchon. Elle est effectivement brillante comme d'habitude. Et moi, je considère que Jean-Luc Mélenchon est un laïciste. Et puis, on voit dans ce débat-là. Moi, j'ai regardé un peu les débats hier à l'Assemblée. Toutes les 2 phrases, il y a le mot voile. Donc on parle que de ça. Et la laïcité, ça concerne, il y a l'ensemble des religions derrière. Et on stigmatise la question de l'islam. C'est aussi ça qui pose problème. Quelle est la religion qui aujourd'hui pose problème? C'est l'islam politique qui pose problème. C'est pas l'islam, encore une fois. Donc cette loi, elle est hypocrite. Il y a une confusion qui est créée dans le débat, c'est-à-dire qu'on pointe du doigt les musulmans et l'islam. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a raison. On peut être musulman, on peut se revendiquer de l'islam et être croyant et respecter les valeurs de la République. C'est d'ailleurs le cas de l'immense majorité des gens. Sauf qu'aujourd'hui, on les met au banc des accusés. Et derrière, il y a eu des interventions de députés de la majorité présidentielle hier qui se sont scandalisés de ce texte de loi. Mais on voit bien que l'objectif, c'est moi, j'ai bien aimé ce qu'ont dit plusieurs députés de la gauche progressiste. On n'a pas besoin d'une police du vêtement en France aujourd'hui. On est dans une pandémie mondiale et le problème c'est d'avoir des mamans qui accompagnent des gamins sur des sorties scolaires avec le voile. C'est ça le problème aujourd'hui de la France. Alors là, on est en désaccord parce que si vous voulez, le vêtement devient un acte de prosélytisme. C'est ça le problème. Mais est-ce qu'on parle de la kippa, est-ce qu'on parle de la croix? Non, jamais. Est-ce qu'on a tué des gens au nom de Mais les mamans qui accompagnent les enfants dans les sorties scolaires, c'est pas des terroristes en puissance. C'est ça le message qui est distillé derrière. C'est une instrumentalisation. Je pense Marguerite. Évidemment. Parce que là, on ne peut pas dire que le vêtement est neutre, parce qu'en fait, c'est un problème aussi quand même de liberté de la femme. Moi, je pense qu'on peut quand même légitimement avoir une opinion et en débattre à l'Assemblée nationale. C'est quand même le lieu du débat. Moi, je le vois, on a un gros problème en région Île-de-France parce que le défenseur du droit nous accuse de stigmatiser l'islam parce que nous interdisons le burkini dans les bases de loisirs. Non, on n'interdit pas le burkini, on interdit tous les gens habillés dans l'eau, c'est-à-dire même le short de bain. Et à un moment donné, il faut aussi comprendre que les catholiques, au début du siècle, ont payé de très lourds tributs pour se mettre sous le joug de la République, que les juifs l'ont fait au 19e siècle. Il n'y a aucune raison que les musulmans ne s'y plient pas. Moi, j'ai pas de problème avec l'islam, puisque la réalité, c'est que avant, l'abandon de la culture chrétienne dans la société, si on peut le dire là depuis à peu près 30 ans, on n'avait pas de problème avec l'islam, parce que les gens étaient à peu près culturellement, ils se ressemblaient, et puis les gens qui pratiquaient l'islam, ils étaient bien accueillis. Le problème de l'islam aujourd'hui, c'est pas le problème de l'islam, c'est le problème de la politique, de l'islam politique. Et donc je pense qu'il est normal qu'à l'Assemblée nationale, on essaie de trouver les outils qui sont les outils qui inspirent l'islam politique. Moi, je suis pas pour le voile. Les mariés, d'ailleurs, c'est très très amusant, portent des voiles dans l'Église catholique. Les religieuses portent des voiles. Enfin, arrêtons de tout confondre. Moi, je pense qu'on peut pas nier aujourd'hui que le burkini ou que les voiles entiers des mamans ne sont pas un instrument neutre. Il faut quand même avoir des arguments pour le dire. On va marquer une pause et on y revient dans un instant. Avec aujourd'hui Christine Bouillot, Régis de Castelnau, Thomas Porte et Franck Marga. Et le débat continue en studio. On va changer de sujet. Moi, j'avais 2 petites remarques. Gérald Darmanin qui publie un livre aujourd'hui. Bruno Le Maire, c'était il y a une semaine. Donc, je vois qu'ils ont du temps pour écrire des bouquins et en faire la promotion. C'est pas eux qui les écrivent, Valérie, vous le savez bien. Oui, non, qu'ils le disent. Qu'ils le disent, oui, c'est ça. Non ? Ça vous choque pas? Ça fait partie de l'hypocrisie. Oui, et de tous, de tout temps. C'est pas propre à ce. On est quand même en pleine pandémie, avec pas mal de choses. Et eux sont sur les plateaux télévisés en parlant de leurs livres. Bon, il y a des moments où on peut parler de livres, même en étant ministre. Moi, j'ai pas quoi. Mais enfin, en ce moment, il y a des sujets un peu importants. Alors, son livre porte sur le séparatisme, sur son sujet. On a besoin de diffusion d'idées. Mais ça, qu'ils écrivent, c'est très bien. Marcher les librairies. Darmanin sur le timing qui sort le jour de la présentation du projet de loi. Évitez de lire le livre de Darmanin, ça n'a aucun intérêt. En revanche, le vôtre, le mien, c'est indispensable et c'est même obligatoire. Je l'ai dit, on va le vendre en pharmacie parce qu'il est très long et il facilite l'avenue du sommeil. Non, il y a un élu, le premier adjoint de la mairie du PEC, LR,
est un jeune normalien ayant fait l'ENA, tous les défauts. Il a écrit un livre remarquable qui s'appelle Le rêve de l'assimilation, qui vient de sortir. Et j'invite vraiment à la lecture. C'est le panorama historique des grands systèmes d'assimilation. Et en ce qui concerne la France, effectivement, il pointe cette réalité dont nous parlions tout à l'heure. C'est que la foi dans la religion musulmane n'est pas un obstacle à l'assimilation. Attention, pas insertion, pas intégration. La phase supérieure, c'est un choix politique, l'assimilation. Personnellement, c'est le mien. Et donc, il n'y a pas d'obstacle. Ce sera plus intéressant que de lire Darmanin. Et je soutiens. Oui, et vous soutenez. Oui, absolument, il est très bien ce livre. Très bien. Et puis un coup de gueule sur les personnes âgées à domicile qui ne sont toujours pas vaccinées. Les EHPAD, il y a tout un plan qui a été lancé, mais il y a des gens qui ont plus de 80 ans, 90 ans, qui sont en maison de retraite, qui sont parfois chez eux, et pour eux... rien n'est fait pour le moment. Pour vous dire, Christine Bouillot, j'ai pu vivre ça. C'est vraiment un chemin de croix, ouais. Absolument. On est plusieurs, je crois, à être concernés. C'est vrai que je profite de ce micro pour me faire le porte-parole. C'est les grands oubliés. Ce qui m'est arrivé vendredi, j'ai accompagné ma mère pour le vaccin. On nous a dit gentiment, il n'y a plus de vaccin en arrivant à l'hôpital. Donc, alors que vous aviez rendez-vous. Alors qu'on avait rendez-vous. Alors moi je dis à un moment donné, et là vraiment je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, si Macron, qui maintenant en fait est venu sur les propositions que les régions faisaient, c'est-à-dire permettre à des petits laboratoires, des petites unités de prendre des brevets des vaccins, et bon on leur aurait payé peut-être un petit peu plus cher, mais on aurait une capacité de production des vaccins sur le territoire français qui serait au moins augmentée de 30 à 40%. Enfin je veux dire c'est significatif. Et on en vient maintenant, après cet échec absolument énorme du gouvernement sur la stratégie de vaccination, à effectivement penser que des petites unités dans des régions peuvent faire le job. Moi je suis un peu stupéfait par ce centralisme et cet échec. Et je voudrais souligner également l'inquiétude qui monte de certains départements, territoires ruraux où le problème est décuplé. Voilà, ce problème d'accès à la vaccination, parce que il y a effectivement les EHPAD. Deux chiffres, 1% de la population française vit en EHPAD, et entre 25 et 30% des décès dus au Covid sont des résidents d'EHPAD. Donc on comprend effectivement la stratégie, mais du coup on omet tous les gens. On oublie toutes les personnes âgées qui vivent à domicile. Mais ça veut dire qu'on comptabilise pas non plus les autres. Je veux dire, c'est facile de dire il y a 30% de décès en EHPAD, mais il y en a combien ailleurs? Pour un exemple, dans la maison de retraite où est ma belle-mère, il y a 36 cas de Covid sur 60 habitants. Elle est confinée dans son appartement, elle ne peut pas sortir, elle n'a aucune information sur la vaccination. Chacun y va de sa petite histoire, mais on a tous dans notre entourage des gens qui n'arrivent pas à se faire vacciner. Alors Xavier me dit, mon voisin du dessous, 90 ans, était vacciné à Perpignan. Oui, évidemment qu'il y a des gens, encore une fois, qui sont. Mais Thomas Porte, c'est vrai qu'on ne parle pas de ces personnes âgées qui ont plus de 80 ans, qui habitent dans les territoires et qui sont, qui on ne dit rien, on ne sait pas quand vous serez vacciné. Parce que c'est une fois de plus un des éléments de l'échec de la stratégie vaccinale du gouvernement, qui n'a pas identifié ces personnes. On n'a pas de dose pour vacciner tout le monde, donc il y a des choix qui sont faits. On n'a pas de lien avec les territoires, donc on ne sait pas comment il faut organiser la vaccination en proximité. Il y a eu pourtant des propositions, Thomas, de fait, à savoir, par exemple, les pharmaciens proposent en zone rurale de faire les réservations des rendez-vous parce qu'ils connaissent leurs patients, ils connaissent leur âge. Sauf qu'il n'y a pas de place. Sauf qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de dose et il n'y a pas de place. Vous allez sur le site, on vous dit il y a 2384 personnes qui doivent être vaccinées au mois de février. On réessayait dans 28 jours. Non, mais c'est terrible. Je travaille beaucoup avec la présidente de région. Elle a monté un comité stratégique sur toute la problème de la pandémie. Il faut voir en fait les propositions qu'on a pu faire au gouvernement, au préfet, et qui sont restées lettres mortes. Il faut produire maintenant. Il faut produire des vaccins. Là. Oui. Il faut les faire dans les petits laboratoires qui peuvent les produire. Je voulais qu'on évoque ces personnes âgées qui ne sont pas en EHPAD, qui sont soit chez eux, soit dans des maisons de retraite et qui sont totalement abandonnées. Je pense qu'il y a quand même une stratégie derrière de ne pas donner de nombre de morts de ces personnes-là qui sont également touchées par le Covid.
Vous voulez qu'on enchaîne sur le passeport vaccinal? C'est peut-être. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que ce serait une manière de retrouver une vie normale? C'est le gouvernement danois qui a annoncé hier qu'il développerait un passeport numérique de vaccination qui pourrait servir à voyager au Danemark et à assouplir les règles sanitaires. Et c'est vrai qu'on voit que, par exemple, dans les émissions de télévision, le public qui est testé, donc d'une certaine manière, a un passeport vaccinal. Moi, j'ai un problème de fond avec le passeport vaccinal, parce que de deux choses. Une, soit on est capable de vacciner tout le monde. Effectivement, c'est un problème après de choix, ceux qui ne peuvent pas être vaccinés. Et après, on pourrait dire, ceux qui ne peuvent pas être vaccinés, après tout, est-ce qu'il leur faut un passeport? Et après tout, le débat pourrait s'ouvrir. Mais là, donc moi j'élimine ça déjà, tant qu'on peut pas être vacciné, j'élimine ce débat. Mais le jour où ce débat pourra revenir, c'est-à-dire où les gens décideront d'être vaccinés, là j'ai un problème important, c'est de dire si les gens sont pas vaccinés et qu'ils veulent prendre le Covid, puisque les autres seront vaccinés, ils seront pas à risque. Et là je comprends plus le débat. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui seront vaccinés n'auront pas de peur à avoir des gens non vaccinés puisqu'ils seront vaccinés. Et donc, ça me paraît un peu toujours cette espèce de, si vous voulez, je vais être un peu dru dans votre émission, mais ça me rappelle un peu ces ports de l'étoile jaune, si vous voulez. On case les gens. J'aime pas cette comparaison. Et il faut, non mais c'est parce que je l'ai lu beaucoup, et on case les gens contre cette comparaison. En fonction de ce qui est le droit de faire. Et moi, ça me choque profondément. Donc, faisons très attention à mettre les gens dans des cases. Attention avec les comparaisons aussi. Je vous l'accorde. Mais quand même, j'étais pour illustrer mon propos, si vous voulez. Je trouve qu'on a tendance immédiatement à enfermer ceux qui ne sont pas d'accord. Et ça m'énerve. Oui, mais sauf qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui. Attendez, on ne sait toujours pas aujourd'hui si on ne peut pas recontracter le virus. Si vous êtes vacciné, a priori, vous êtes protégé. Non, on ne sait pas. On sait que ça protège des formes graves, mais on ne sait pas aujourd'hui si vous ne pouvez pas le rattraper. Alors attendez, Thomas voulait réagir et après je vous donne la parole, Régis. Sur le passeport vaccinal, on en a déjà beaucoup parlé ici. Moi, j'étais toujours plutôt sceptique sur sa mise en place pour différents sujets. Mais... Sauf qu'il y a des pays qui vont le mettre en place. Mais aujourd'hui, c'est une espèce de palliatif. La véritable question qui est posée dans le débat, c'est la vaccination à grande échelle. C'est ça le sujet. Le passeport vaccinal, si on n'a pas de stratégie vaccinale et si on ne vaccine pas à grande échelle, il ne servira strictement à rien. On va donner un passeport vaccinal à 2 millions de personnes et on va en empêcher 50 de circuler. Donc c'est pas sérieux. Donc je crois qu'il faut... C'est une fausse bonne idée. C'est encore, à mon avis, c'est un élément de communication dans le débat pour dire on n'a pas réussi à vacciner, donc ceux qui sont vaccinés, on va les autoriser à aller à droite à gauche. Non, débrouillez-vous, créez les conditions de produire du vaccin à grande échelle pour vacciner le maximum de gens et qu'on sorte de cette pandémie et qu'on n'ait pas besoin de cet outil qui pour moi est inutile. Alors Régis, là je suis en désaccord avec Thomas parce que le problème c'est que ce passeport vaccinal, il n'est pas destiné effectivement à protéger, il est destiné à obliger les gens à se vacciner, parce qu'on a un problème quand même dans ce pays. Moi, on en a déjà parlé, Valérie, je vais me faire vacciner à la première occasion. J'ai essayé même avec le maire de Maison Lafitte d'avoir un passe-droit. C'est vous dire si j'attends ça avec impatience. Le problème, c'est que cette histoire du passeport vaccinal, c'est pour... un peu obliger les gens à venir à cet outil de lutte contre la pandémie. On est dans une situation qui est quand même très particulière. On affronte un ennemi. Alors, j'aime pas beaucoup quand on dit on est en guerre, etc., comme l'appelle le président, mais il n'empêche quand même qu'on a massivement une société qui est brutalisée par cette pandémie et il faut trouver des solutions. Le problème, moi, je suis dans une position contradictoire parce que dans la gestion de cette pandémie, on a vu un effet d'aubaine et une pente naturelle de ce pouvoir à prendre des mesures liberticides un peu trop facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a la question de la contrainte vaccinale et ensuite il y a la question du contrôle. Je trouverais ça logique. Il n'empêche quand même que ce sont des mesures très coercitives. Donc je suis partagé, moi, pour ce qui me concerne. Christine, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'on assiste déjà quelque part à une forme de sélection, puisque depuis dimanche, on sait que pour entrer sur le territoire français, ou pour en sortir, il faut présenter un test PCR négatif de 48 heures. Mais vous pouvez l'avoir, ça, c'est une réalité depuis dimanche. Alors effectivement, c'est pas un vaccin. Et puis je suis d'accord avec vous. Test assez facilement quand même. Les tests, vous les avez. Je ne sais pas comment ça se passe en Ile-de-France, mais globalement. À la pharmacie, vous faites tester. Non, le test PCR avec les coupillons dans le nez. Mais oui, mais pour rentrer en France. Chez moi, la pharmacie, vous en faites tout le temps. Non, pas. Non, c'est les laboratoires. Les pharmacies, c'est les tests antigéniques. C'est antigénique. Les tests PCR, c'est avec les couvillons dans le nez, et ça ne se fait qu'en laboratoire. Qu'en laboratoire. C'est là où vous avez besoin d'une journée pour le. Absolument, pour avoir le résultat. Et ça ne rentrait pas. Voilà. Et vous prenez une amende, etc. Donc il y a déjà une forme, on va dire, d'obligation sanitaire
sanitaire pour circuler. Donc je pense que globalement, et les gens s'y plient. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de résignation aussi, c'est que même quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui n'a aucun symptôme, etc., s'il veut ne serait-ce que passer, rentrer de Barcelone, les étudiants qui veulent rentrer, qui sont en Erasmus et rentrer sur le territoire français, bah, ils vont payer 120 € de test PCR pour pouvoir rentrer. Donc inévitablement, les pays entre eux sont en train de mettre en place des mesures qui vont tendre vers... Moi, je suis prête à parier vers un passeport vaccinal, et même si tout le monde va dire attention, liberté publique, etc., c'est que les contraintes seront telles qu'on y glissera naturellement, quasiment, malheureusement. Ouais. Allez, pour ceux qui ne sont pas d'accord. On marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio, et on va parler d'un autre sujet, c'est la décision de la ville de San Francisco de débaptiser une quarantaine d'écoles. On en reparle avec vous. Avec vous jusqu'à midi, on est ensemble sur Sud Radio. Alors j'avais envie qu'on revienne sur cette information. Le district de San Francisco vient de débaptiser 44 écoles. C'est une mesure qui vise des personnalités qui sont liées à l'esclavage ou au colonialisme, dont plusieurs présidents, Lincoln, Washington, Jefferson. Donc ce sont des personnages qui sont considérés controversés, et donc on va leur redonner à ces écoles d'autres noms. En France aussi, certaines rues font polémique, entre autres le maréchal Bugeaud, ou le nom de Colbert, on l'a vu, et des associations réclament la suppression de ces noms. Je sais que le journaliste Jean-Michel Apathy est extrêmement engagé pour débaptiser l'avenue du général Bugeaud. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que l'histoire, finalement, est-ce qu'on doit revoir l'histoire? Peut-être que Régis de Castelnau, c'est peut-être un sujet qui vous intéresse? Jean-Michel Apathy veut également qu'on rase Versailles. Bon, pourquoi pas? Je veux dire, au bout d'un moment, tout ça n'est pas très sérieux. Non, c'est un drôle de débat. Alors, on part des États-Unis, avec cette décision qui a été prise par la Californie. Moi, je suis un peu ça, ce qu'on appelle le wokenisme. Je retrouve beaucoup de sensations que j'ai eues dans les années 66, 67, 68 avec la révolution culturelle. Il y a une espèce de surenchère. Et ma chère Valérie, on va parler de notre cher Sanders, dont on a parlé l'autre jour, assis dans le froid avec ses mitaines. Eh bien, savez-vous qu'au San Francisco Chronicle, j'aime beaucoup Sanders, c'est un boomer comme moi, et puis affinité politique évidemment avec lui, mais dans le San Francisco Chronicle, il y a une universitaire qui a fait un article en disant que c'était l'expression achevée et concentrée du racisme et du privilège blanc, que l'attitude de Sanders. Fort bien. C'est-à-dire quoi? Qu'il soit assis, les jambes croisées, avec ses moufles? Voilà, avec ses mitaines. Et donc, il a fait une espèce de collecte, et il a donné ça à une œuvre charitable, je ne sais plus laquelle. Donc, cette universitaire était toute contente, moyennant quoi elle a subi un lynchage sur les réseaux qui lui disait « Comment osez-vous, vous, parler du racisme et du privilège blanc alors que vous êtes blanche ?» Elle a tellement été harcelée qu'elle a dû fermer tous ses comptes. Je dis, on est en train de basculer dans une forme de folie. Qu'on discute les mérites particuliers des personnages politiques, on va en parler pour Napoléon, puisque c'est le bicentenaire de sa mort, je trouve ça logique. Mais après, il n'y a pas besoin de partir comme ça dans l'espèce de croisade. Les Chinois l'ont fait, ça leur a coûté cher. Oui. Ouais, on efface cancel culture. Christine Bouillot. Ouais, je suis, enfin, je pense que comme Régis on glisse. Enfin, je me mets à la place et j'en ai autour de moi de ces jeunes à qui on raconte les maux de notre société d'aujourd'hui à travers des films, à travers des livres, à travers des personnes, et je trouve parfois sain de regarder en face certaines choses qui ont été commises, mais de là à se dire on va effacer parce que ça ne correspond plus. On a cette histoire-là. Donc comment on fait? Enfin, je suis pas historienne, je comprends pas, mais je pense qu'il est. Moi, je me souviens. La question, c'est comment on regarde en face ce que l'homme a été capable de produire dans son histoire, et donc à partir de là, il y a toute une frange de notre histoire et de ce que l'on est capable d'amener qui va passer sous silence. Donc c'est une voilà. Moi, je pense qu'il est nécessaire de regarder les choses avec recul. On a besoin d'avoir des
des très bons films sur des périodes de l'histoire, sur des personnages historiques, qui soient controversés ou non, mais je pense qu'au contraire, on a besoin de débattre et d'apporter cette richesse-là dans le débat démocratique et de pas faire table rase. Ça veut dire quoi? Vous dites non, il ne faut pas débaptiser les noms C'est toute une... Enfin, c'est pourquoi on débaptise, dans quel but on débaptise, et finalement, on fait peut-être le jeu inverse de ce qui est recherché. Donc c'est ça, moi, qui m'embête dans cette histoire de cancel culture, hein, parce que on s'attaque plutôt aux puissants. Voilà, c'est par rapport à notre jeunesse. Je pense que la difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils ont besoin de comprendre pourquoi ça arrive et de rayer d'un coup de crayon en disant voilà ce qui s'est passé, sans remettre les choses aussi peut-être en perspective pour cette jeunesse-là, pour cette partie de la population qui a besoin de comprendre pourquoi on en arrive là aujourd'hui. Oui, Thomas Porte. Bon, effectivement, c'est un débat complexe. Moi, je vous avoue, j'étais passé un peu à côté de l'information du district de San Francisco. Mais non, mais c'est que ça touche la France aussi. Mais effectivement, puisque j'ai regardé un peu avant de venir, mais effectivement, le combat que mène Jean-Michel Apathy sur l'avenue Bugeaud, par exemple, ça pose quand même question d'avoir dans la capitale française une avenue qui porte le nom d'une personne qui a enfermé des enfants, des femmes et des hommes dans des grottes, qui mettait le feu devant pour les laisser s'asphyxier et les faire mourir pendant la conquête de la guerre d'Algérie. Ça interroge. Alors effectivement, il peut y avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on débaptise, donc on donne de l'importance à cette personne et on la remet au cœur du débat. Mais je crois qu'on a besoin d'avoir une explication historique. Et il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, en gros, ceux qui font l'histoire, c'est les vainqueurs. Et ceux qui sont en position de vaincus, quand on leur demande ce qui s'est passé, on peut pas leur dire il n'y a plus rien à voir, circuler quoi. Il faut avoir un vrai travail historique et effectivement si on veut pas recommettre les erreurs qu'on a commises par le passé, il faut avoir un travail d'explication très fort sur les jeunes générations pour dire voilà ce qui s'est produit par le passé, voilà les maux qu'ont créé notre société et la France parce qu'elle est responsable d'un certain nombre de choses et elle l'assume et il faut qu'elle continue à l'assumer. Après moi je suis partagé sur débaptiser ou pas, je sais pas, c'est un débat qui est extrêmement complexe, mais dans les personnages que vous avez cités aux États-Unis, il n'y a pas que des anciens présidents, il y a par exemple, j'ai regardé un peu, il y a une espèce de il y a un prêtre franciscain qui avait colonisé et derrière on sait qu'il y a eu des morts, des tortures et des choses qui sont horribles, donc ça pose quand même question d'avoir une école qui porte le nom de cette personne. Mais pourquoi on a donné le nom de cette... Est-ce qu'elle avait fait autre chose parce que c'est souvent la double... Mais vous savez que jusqu'en 2013 il y avait des rues qui portaient le nom du maréchal Pétain en France, la dernière a été débaptisée en 2013. Donc on a quand même pris voilà. Et quand vous allez au ministère des Affaires étrangères, vous avez des portraits qui sont en noir. Il y a tous les portraits des ministres et celui de Pétain est en noir. Ils ont carrément enfin il y a toujours sa place, mais la photo est en noir. Franck Marguin. C'est ce que je voudrais dire justement. Moi je pense que ce qui est un peu dommage dans cette cancel culture. Parlez bien dans le microphone. Ce mot est insupportable. C'est en fait, j'ai peur qu'on soit à la recherche du culte, vous savez, de l'être parfait. Et je pense que dans chaque personnalité, il y a quelque chose de dual. C'est-à-dire que surtout quand elle a exercé du pouvoir, elle a aussi commis des erreurs qui n'étaient pas vues comme des erreurs à l'époque où elle les a commises. Par exemple, je parle du général Bugeaud, c'est atroce, mais la réalité, c'est que quand on était en guerre, on était dans des guerres qui étaient beaucoup plus difficiles que maintenant. L'esclavagisme, par exemple, Lincoln, c'était quand même celui qui s'est battu contre les guerriers, mais bon, il a fait pendre des Amérindiens. Enfin, dans chaque personnalité, vous avez ce que j'appelle la part de l'ombre. Et quelle personne n'a pas sa part d'ombre? Et moi, ce que je pense... Et puis le contexte, au-delà de la part d'ombre, c'est-à-dire que Bugeaud a agi comme ça parce qu'on était en guerre. Et moi, ce que j'essaierais de plutôt recommander, c'est à ces comités de parents d'élèves, à ces gens qui veulent faire changer les choses. Moi, je suis pas contre le changement. On a bien débaptisé Stalingrad pour redonner Saint-Pétersbourg. Enfin, moi, j'ai aucun problème lorsque c'est plus acceptable par une majorité. Volgograd. De dire... pardon, excusez-moi. De dire on doit changer. Vous parlez des rues Pétain. Mais il faut le faire avec des historiens, il faut le faire avec réflexion, il faut le faire avec culture. Et ce que je voudrais dire aussi dans ce débat, moi je suis vraiment pas contre le changement d'un nom, mais il faut le faire avec un peu de absence de culture de honte. On peut pas toujours avoir honte de ses parents, de ses grands-parents, de ses aïeux, parce qu'à un moment donné, ces gens ont pris des décisions, c'était des bonnes décisions compte tenu de la culture de moment, de l'accepter. Parce que si on continue comme ça, moi je vais vous dire ce qui va se passer. On n'aura plus aucune ville, aucune rue où il y aura des saints quelque chose parce que l'église aura fait tel truc. Vous n'aurez plus aucune ville
le nom de bataille ou de moments importants de notre histoire de culture, parce qu'il y aurait eu des morts qui avaient été pas tués de la main. Et si on regarde tout ce qui s'est passé avec des yeux de ce qui est acceptable aujourd'hui, ben moi je pense qu'il n'y a plus rien d'acceptable et on n'aura que des rues de numéros, des écoles de numéros, parce que personne ne peut incarner. Moi, je fais partie au Conseil de Paris de la commission d'attribution, vous savez, de places, de rues, et donc on choisit toujours des personnages. Mais quand on regarde les personnages que nous choisissons, même aujourd'hui, là on est en train de bâtir pas mal de choses sur la commune. Oui, chez les communards, il y avait des gens qui étaient épouvantables, qui ont trucidé leurs condisciples. Robespierre, à ce moment-là, on débat, moi, je dis qu'il faut accepter que vous avez des personnalités, et toutes ces personnalités que l'on va honorer en lui donnant le nom d'une rue ou d'une école, elle a aussi sa part d'ombre, et même actuellement. Moi, j'ai du mal à croire que ce soit aussi simple que ça de faire une espèce d'acte on va dire, de réparation ou de réconciliation, ou en tous les cas de gommer ça en simplement débaptisant. J'ai du mal à croire que ce simple geste-là... Absolument. Soit aussi. Thomas, vous pensez que c'est important, que le symbole est important, c'est-à-dire que c'est vrai que revoir l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui, c'est compliqué. Non, je pense que moi, je suis favorable à ce qu'on débaptise certains noms de rues. Je le dis très clairement, j'ai pas de souci avec ça. Mais je pense que c'est pas suffisant. Ça doit s'accompagner d'un véritable travail historique, de réflexion, d'explication, de pédagogie, pour que les jeunes générations, et y compris les générations tout court d'ailleurs, parce que certaines ne sont pas toujours au fait de ce qui s'est passé, soient au courant. Ça, c'est pas parce que demain on va lever la plaque en disant ça y est, son nom a disparu de l'espace public, on aura réglé le problème. Ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais après, il y a part d'ombre et part d'ombre. Je pense qu'on a bien fait de débaptiser les rues qui portaient le nom du maréchal Pétain. Je suis désolé de le dire, mais on ne pouvait pas continuer à en avoir. Alors, Régis, je vous donne je suis très surpris, et je pense que l'information est bonne, mais il me trouble, Thomas, avec cette histoire de Pétain, parce que moi j'aurais tout enlevé en 1944, fin août, parce que c'était un traître qui a été jugé pour trahison, et donc... 2013. En 2013. Ouais, c'était de mémoire, c'était à Roubaix, mais je suis pas sûr. Mais Romain, un auditeur, nous dit le maréchal Pétain était un héros de la Grande Guerre à Verdun en 1916. La Haute Cour de justice à la Libération l'a condamné à mort, je rappelle quand même. On se retrouve dans un instant, on aura une auditrice avec nous, Simone, à tout de suite. Nous évoquions la woke culture, la cancel culture, qui consiste à rebaptiser, à débaptiser des noms de rues pour être en accord avec l'époque actuelle. On a Simone en ligne avec nous. Bonjour Simone. Oui, bonjour. Bonjour. D'abord, pour vous dire que l'époque actuelle, je la trouve pas si sensationnelle qu'elle puisse donner des cours et des leçons à tout le monde. D'accord avec vous. Puis de deux, je suis contre les baptisés. Voilà, je suis contre. C'est notre histoire. À certains moments, il y a des personnes qui ont cru que c'était bien de faire ça. Et ben, ils l'ont fait. Point barre. Nous, essayons. Si on essaie de se comporter un peu mieux déjà, ça sera déjà positif. Plutôt que d'aller se porter, de faire toujours contrition et ils ont fait ça, ils ont fait ça. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Est-ce que c'est si bien que ça, ce qu'on fait? Quand on prépare des batteries qui vont nous poser dans 20 ans des catastrophes, mais ça fait rien. Ça fait rien, on a un lobby, là aussi. Et là, on est en train de suivre tous les lobbies. Là. Maintenant, c'est la mode, c'est la décolonisation. Mais on nous agace. Elle a eu lieu, là. Bon, il y a eu ça. C'est terrible. Mais vous dites qu'on doit, on doit prendre en compte. On doit faire l'histoire comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et il faut surtout, parce que vous avez encore des pays qui font de l'esclavage, alors qu'on arrête de nous embêter à nous. Non, mais au moins, on ne le fait plus. Voyez, non, c'est sûr, mais c'est vrai que ce que vous dites de revisiter, on l'entend. Il y a une partie de nos auditeurs qui pensent que revisiter l'histoire n'a pas de sens, aujourd'hui. Stéphane nous dit, peu importe les faits d'âpres pour la Première Guerre mondiale, Pétain était un héros. Dans ce cas, Gilles de Rais, compagnon de Jeanne d'Arc, devenu le premier serial killer, on n'en parle plus. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut revisiter l'histoire. Non, il ne faut pas revisiter l'histoire. Elle a existé, on l'apprend. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses moches, probablement plus que ce qu'on peut imaginer. Mais ce qu'il faut, c'est
éviter de refaire des choses moches. Éviter. Il faut toujours aller de l'avant et faire du mieux. Ça sert à rien c'est des lobbies, ça. C'est des lobbies, veulent absolument. On va aller chez les nobles, parce qu'il y a eu plein de serfs. Les pauvres serfs. Non, mais c'est vrai que c'est ce que disait Simone, c'est ce que disait Franck Marguin tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va toujours offenser quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Régis, vous vouliez la parole tout à l'heure. Clémenceau, non. Oui. Clémenceau disait, à propos de la Révolution française, je prends tout. Et ça, j'aimais bien cette position. Le problème, je crois, il faut faire de l'histoire tout le temps. Parce que ça permet de comprendre mieux ce qui s'est passé. Ça en dit long sur l'époque aussi. Qu'est-ce qu'on cherche dans l'histoire? Mais si vous voulez, la recherche de la vérité historique, je crois, est quelque chose de très important. Non, ce qui est problématique, c'est de porter un jugement à partir de la morale du jour sur ce qui s'est produit. Ça s'appelle tout simplement de l'anachronisme. Et tous les historiens vous diront, c'est la pire des choses en matière de recherche historique, c'est l'anachronisme. Et donc aujourd'hui, et si on regarde ce qui se passe, puisqu'on a démarré de là, ce qui se passe en Californie, il se trouve que Arte a remis en ligne toute une série de documentaires, de films, il y en a 9 ou 11, enfin peu importe, sur la guerre de sécession, que je connaissais pas très bien. Et effectivement, c'est assez extraordinaire. Moi, j'invite tout le monde à aller voir parce que c'est une guerre qui a été d'une violence extraordinaire, avec des enjeux qui étaient des enjeux économiques, politiques, où la question de l'esclavage était quasiment seconde. On en apprend beaucoup. Et je pense que ça permet aussi de comprendre mieux ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Je parle pas du wokenisme, je parle des clivages, je parle de la question noire, comme dit Raphaël Dohan dans son livre sur l'assimilation, en disant qu'il y avait un projet assimilateur américain, mais qui excluait les Noirs. Et je pense qu'aujourd'hui, ils en payent lourdement la facture. Voilà. On va parler du couvre-feu, du reconfinement. Quelques mots quand même. Donc le choix du président de la République, c'est un durcissement des contrôles. Ce soir, vous le savez, le Premier ministre doit s'exprimer avec plusieurs ministres autour de lui. On a un petit peu de mal à comprendre qui pilote. Thomas Porte, enfin le président visiblement. Parce que le président pilote, certainement mal, mais il pilote. Mais bon, on a l'habitude maintenant depuis le mois de mars de l'an dernier, c'est-à-dire d'être suspendu à la parole présidentielle pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Mais vous avez eu l'exemple la semaine dernière où Jean Castex dit il va y avoir un débat au Parlement, on va consulter les groupes politiques, et 24 heures après on nous annonce des mesures sans que les groupes soient consultés, sans qu'il y ait eu de débat. Donc on voit bien qu'aujourd'hui le respect de la démocratie parlementaire, l'association des groupes politiques, des associations, de toutes celles et ceux qui proposent des solutions. On évoquait tout à l'heure les pharmaciens, par exemple, sur la vaccination. Aujourd'hui, il n'y a pas de prise en compte. C'est un conseil de défense, institution antidémocratique au possible qui décide. Donc c'est aussi le symbole du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire c'est un homme qui veut décider de tout et tout contrôler. Et force est de constater que depuis le début de cette pandémie, pour reprendre que cette crise-là, les choix s'accumulent, ils sont mauvais, ils sont couverts par des mensonges, et ça se paye aussi en vie humaine derrière. Oui, absolument. Je trouve que c'est un cafouillage sur la communication qui en fait peur aux Français, parce qu'on n'a plus l'impression qu'ils sont capables de maîtriser. On l'a vu, d'abord ça a commencé, ça a été terrible avec Madame Sibeth Nia, qui avait dit que les masques ne servaient à rien. Regardez où on en est sur les masques. Et moi je pense que depuis cette histoire où ils ont menti, ils ne font que mentir, parce qu'en fait ils ne savent pas. Moi je ne reproche jamais à quelqu'un de ne pas savoir. Je pense que les politiques d'abord ne peuvent pas tout savoir, et je pense qu'en plus ils doivent s'entourer effectivement d'experts. Et on pourrait très bien entendre que dire je ne sais pas, et attendons, pour l'instant nous en sommes là. Mais jamais, c'est regardez encore son annonce hier, il est arrivé dans un journal télévisé, ah bah vous serez tous vaccinés au mois de juin. Enfin, avant l'été, avant la fin de l'été. Ceux qui le souhaitent. Voilà. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministre de la Santé a été outrepassé? Ça veut dire que l'ensemble des laboratoires qui ont été associés n'ont pas le droit de dire quelque chose? C'est-à-dire que l'ensemble des personnalités politiques n'ont pas... Enfin, moi je suis stupéfait par, en fait, je suis assez d'accord avec mon collègue, Macron en fait déteste le personnel politique, et ça se sent, parce que même ses ministres, il va ne pas les mettre dans une situation de crédibilité, donc perte de crédibilité sur le plan communication qui est terrible, même si je suis assez d'accord, et je l'ai beaucoup critiqué, enfin on n'a pas suivi le couvre-feu. Pardon, le reconfinement. Et je trouve que c'est ce tout petit espace de liberté le bienvenu. Christine ?
Oui, alors le confinement, il commence à 18h quand même, il ne faut pas l'oublier. Parce que on regardera à la fin si véritablement ça a été utile ou pas pour les contaminations. On le sait, on avait ce matin cet épidémiologiste à Toulouse qui a calculé qu'en fait le remède est peut-être pas si évident que ça, puisque les gens se concentrent, ce qu'on avait tous un peu dit, dans les mêmes périodes, aux mêmes endroits pour pouvoir faire leurs courses, récupérer leurs gamins, enfin bref. Là, on sent aussi qu'il y a deux tempos. Il y a Emmanuel Macron qui veut reprendre la main et qui aimerait bien passer à autre chose que le Covid aussi, mais il est rattrapé non plus par l'histoire des masques. Maintenant, c'est l'histoire des vaccins. On voit aussi qu'il y a tout l'aspect économique qui rentre en ligne de compte parce que, étrangement, l'économie est en sous-perfusion pour l'instant. Jusqu'ici, tout n'est pas encore ultra catastrophique, mais tout le monde sent que on va dire la corde se tend, parce que comment on sort d'une économie, comment on atterrit d'une économie sous perfusion, alors qu'on n'a pas de visibilité sur une fin de pandémie. On nous annonce donc une vaccination à grande échelle, on va dire jusqu'à la fin de l'été, et derrière, qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, vous avez un virus dont on dit aujourd'hui qu'il mute ad vitam aeternam et devient plus dangereux de jour en jour. Donc, vous voyez un peu la conjoncture et le côté anxiogène que les gens prennent, que les gens doivent ingurgiter, et tout à l'heure ce qu'on disait Valérie, c'est-à-dire ces personnes âgées qui sont les plus vulnérables, qui n'arrivent pas à avoir accès, donc tout ça mélangé fait une espèce de cocotte minute qui est quand même extrêmement complexe. Je pense qu'il faut juste j'aimerais qu'on calme un peu les choses pour que les gens n'angoissent pas comme ils le sont aujourd'hui. Très sincèrement, ça fait 1 an jour pour jour qu'on ne parle que de ça, on tourne autour de ça, et c'est extrêmement angoissant. L'être humain est résilient, mais il a une limite aussi, je pense. Oui. Non, tout à fait. Régis? Je pense qu'on court un gros risque pour le monde d'après, qui est celui de la perte de légitimité d'institutions importantes, politiques bien évidemment. Perte de légitimité va être tout à fait considérable. Qui dit perte de légitimité dit perte d'autorité. Mais il n'y a pas que les institutions politiques. Et je pense que la question du mensonge, des mensonges auxquels nous sommes confrontés depuis maintenant 1 an est véritablement très problématique. Mais il y en a d'autres. Regardez la question médicale, la question des médecins. Moi, je suis profane. Donc j'écoute, j'essaye de comprendre. J'ai entendu Raoult, il m'a convaincu. Puis après, j'ai entendu celui qui le réfutait radicalement. Tout le monde disait tout et le contraire de tout. La science, je pense que la science, on a pris un sacré coup à cette occasion. Et les professions médicales aussi. Quand vous aviez sur tous les plateaux des gens qui venaient avec affirmant un certain nombre de choses, d'autres qui disaient tout à fait le contraire, il s'est produit un ébranlement. Je ne sais pas comment on va pouvoir reconstruire une confiance. Moi, je suis assez préoccupé pour l'après. Oui, absolument. Mais là, ce soir, pourquoi cette prise de parole? Enfin, on va le voir. On va pas faire. J'aime pas quand on essaye de faire des pronostics, mais cette prise de parole ce soir, pourquoi tout est possible. Oui, vu ce qui s'est passé ces derniers jours, je pense que tout est possible. Sauf que Jean-Baptiste Lemoyne a dit partez en vacances tranquilles. Voilà. Mais en même temps, on dit aux enfants dans les écoles aujourd'hui, attention, peut-être qu'il y aura une semaine de plus de vacances, donc on reste en contact sur le plan d'internet. Donc ça veut dire qu'il peut ça peut encore bouger. On annonce sur le plan de l'organisation, je prends l'exemple des experts, des comptables et des experts comptables à qui on dit le chômage partiel devrait durer pour certains, les informations qui sont données, c'est jusqu'en 2023. Donc on voit bien qu'il y a quand même une progression. Il y a un tunnel, il y a un bout de tunnel qu'on ne voit pas, que personne ne voit, et encore moins le politique. Donc il est obligé de raconter une histoire, c'est le sentiment que j'ai, de raconter une histoire, en tous les cas de donner des éléments. Il s'est engagé toutes les semaines à faire des conférences de presse, et on a le sentiment qu'il ne peut pas ne pas en sortir. S'il n'y a rien à annoncer ce soir, il n'y a rien à annoncer ce soir. Je pense qu'il va faire le point de l'épidémie, du variant britannique, et puis effectivement, on se demande on le commentera demain, voilà. Merci à tous les 4. Très bonne journée. À demain. À demain. Merci. Très bonne journée sur Sud Radio. Nous aussi. Merci Christine.